Par exemple, en France, les étrangers peuvent acheter ce qu'ils veulent. Ici, c'est pas possible. C'est la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, qui s'appelle la LFAE, qui restreint drastiquement l'emprise au sol des personnes domiciliées à l'étranger sur le territoire suisse. Des Français qui viennent ici, ils ont peur de la politique et de ce qui se passe en France, et ils ont une crainte pour leur patrimoine privé. Les mauvais payeurs, les squatters, là aussi, ça part vraiment en sucette en France de ce côté-là. Ici en Suisse, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait partie vraiment des critères de sélection pour une personne dans le cadre des investissements. C'est qu'en Suisse, personne ne peut prendre le pouvoir. La Suisse, ça reste un endroit politiquement super stable. Donc les très grosses fortunes, c'est volontiers qu'elles achètent un bout de terre ici. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans cet épisode. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Nicolas de Move to Suisse qui va me poser des questions, lui, cette fois, un épisode un peu particulier, sur comment est-ce que ça fonctionne, l'immobilier en Suisse, pour les personnes qui viennent se domicilier en Suisse, pour les nouveaux arrivants sur le territoire. Donc salut Nicolas. Salut Edouard. Merci beaucoup pour Merci à toi. l'épisode. Merci à toi. Plaisir. Quelles sont tes questions ? Alors, on va faire le tour, comme tu as dit, de l'immobilier en Suisse, de peut-être une partie location aussi quand ils arrivent. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe des nouveaux arrivants, justement. C'est des personnes souvent, et très souvent de l'Union européenne, qui trouvent un travail en Suisse et qui viennent s'installer, donc qui s'expatrient de la France pour venir s'installer en Suisse. Toujours de la France. C'est des francophones, donc ça peut être des Français qui sont au Portugal, en Espagne, etc. Ok, d'accord. Voilà, Okay, c'est des que francophones. des francophones dans la globalité, exactement. Et en fait, il y a plein de questions qui se posent par rapport à l'immobilier en Suisse, comment ça fonctionne au niveau de la location, au niveau de l'achat aussi, au niveau des investissements. Ouais. Donc je sais que tu es spécialiste dans ce domaine-là de l'investissement immobilier suisse. Je suis du mieux qu'on peut. Voilà, et du coup, on va discuter un peu de ça aujourd'hui parce qu'il y a énormément de questions. Et en fait, la première question qu'il se pose, et on va partir du principe où moi aussi je ne connais rien à l'immobilier suisse, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne pour acheter un appartement ou une maison ou peu importe en Suisse? Ouais, les règles de base alors. Les règles de base, exactement. Règles de base, okay. Parce que par rapport à la France, ça diffère. Ouais. Ok. Alors les règles de base qui concernent surtout les personnes qui arrivent, qu'on ne parle pas de LPP, on ne parle pas de troisième pilier, une personne qui arrive qui a que du cash, quoi. Exactement. La règle de base pour acheter sa résidence principale, c'est de mettre 20% de fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble. Et puis quand je dis immeuble, c'est maison, appartement, c'était en droit suisse, un immeuble, c'est un bien immobilier. Et puis plus donc 20% de fonds propres, plus les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, ils varient. Donc ça c'est pour la fortune. Les frais d'acquisition varient entre 3 et 5% à peu près en fonction des cantons, sauf quelques cantons qui fonctionnent de manière un peu particulière en Suisse alémanique où le notaire est fonctionnaire. Auquel cas là il n'y a pas de frais d'acquisition ou des frais vraiment moindres. Par exemple, tu achètes une maison à 1 million à Genève, tu payes 50 000 francs de frais d'acquisition entre droits de mutation et honoraires du notaire, et tu achètes une maison à Zurich à 1 million, tu payes 5 000 francs de frais d'acquisition. D'accord, ouais, ça diffère. Donc c'est une spécialité suisse, c'est les joies du fédéralisme. Pour les personnes qui arrivent ici, il faut se faire l'idée qu'il y a 26 pays dans le pays, donc c'est pas évident de savoir comment ça fonctionne partout. Moi je suis en train de rassembler les pièces du puzzle pour constituer le fonctionnement de la Suisse en matière immobilière. Et c'est assez compliqué, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de choses à savoir, à apprendre, contrairement à la France typiquement, pour comparer, où là, tout fonctionne un peu en se basant sur ce que Paris dit. Voilà, exactement, c'est national. Exactement. Et voilà, donc il y a un côté fortune pour l'acquisition immobilière avec les fonds propres, et d'une fois que ce côté fortune est mis de côté, si les 20% sont disponibles plus les frais d'acquisition, là la banque va se concentrer sur les revenus. Donc si on parle de résidence principale, c'est combien est-ce que la personne physique gagne, combien est-ce que le contribuable gagne, le propriétaire. En couple, on additionne les revenus. Si deux personnes achètent, en copropriété ordinaire, seul, c'est ses revenus seuls. Et là, la banque s'intéresse aux revenus bruts annuels. Ça veut dire qu'on parle ici de capacité d'endettement, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a un terme, je pense, plus ou moins similaire à la France, où je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais ça veut dire combien est-ce que tu es capable, toi, de t'endetter à titre privé en fonction des revenus que tu as. Donc la banque va établir des charges théoriques annuelles que va coûter la maison. Typiquement pour une maison à 1 million, la banque part du principe que ça coûtera 60 000 francs par année, plus ou moins, ce qui est théorique, c'est pas la réalité. Donc l'établissement de financement se base sur des charges qui sont théoriques, typiquement le taux d'intérêt, qui aujourd'hui se signe entre 1,7 et 1,8% en Suisse sur 5 à 10 ans. Elle se base sur un taux théorique de 5%.
Voilà, ça, c'est juste pour assurer vraiment les arrières du futur propriétaire, en se disant s'il est taux triple, il peut encore supporter la charge de l'immeuble. Ouais, je comprends. Et donc, c'est simple, hein, il faut avoir 3 fois plus de revenus bruts que les charges théoriques calculées par la banque. Donc, si elle dit que la maison coûte 60 000 francs par année, tu dois justifier 180 000 francs de revenus bruts annuels, 180 000 pour les Français. Il me semble que c'est pareil en France, hein. Je crois que c'est 30-33%, quelque chose comme ça. Cette règle de 33%, elle est assez commune partout. Ouais. Ok. Donc en gros, ça fonctionne, il faut que tu aies du cash, obligatoirement, pour apporter les 20% d'apport. Est-ce que c'est vraiment 20% ou il y a plus au final? Oui, pour acheter de la résidence principale, hein, en général c'est 20%. Maintenant, il y a une petite particularité, c'est vrai, les banques font des évaluations de tous les biens immobiliers qu'elles financent. Donc typiquement, si toi, ta maison, tu l'achètes 1 million, c'est le prix que tu vas payer. C'est pas forcément la valeur que vaut la maison. Peut-être c'est un coup de cœur et tu te dis cette maison c'est vraiment la mienne, mais le vendeur il est extrêmement gourmand et en réalité la maison elle vaut 900 000 et pas 1 million. Dans ce cas-là, la banque fait son évaluation toujours et si la banque détermine que la maison elle vaut 900 000 et pas 1 million, elle va financer sur 900 000. Ça veut dire qu'elle va te demander 20% sur 900 000 et les 100 000 de différence, c'est toi qui dois les payer. D'accord. Tu vois ? Ouais. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, ce sera, elle va demander 180 000 francs de fonds propres pour acheter la maison, basé sur les 900 000, mais elle va en plus demander 100 000 supplémentaires pour combler le trou. Hein. Voilà. Donc en gros, tu passes à 280 000 francs de fonds propres, plus pour une maison à 1 million, plus les frais d'acquisition, ce qui est quand même assez élevé. C'est assez élevé, effectivement. Mais est-ce qu'il y a des aides ici? Enfin, c'est pas des aides. Je sais qu'en France, tu peux aller voir ta banque, tu dis j'ai trouvé un bien, c'est la banque qui va te le financer en fait. Tu n'es pas obligé de mettre de l'apport. Maintenant, ça commence à changer aussi là-bas, mais il y a une époque où tu allais à la banque, tu avais ton crédit, c'est bon, c'est parti. Moi, j'ai jamais compris ce système. C'est-à-dire, j'ai jamais compris le financement à 100% ou 110%. Qui est du coup commun en France ou qui était commun en France, qui se fait plus beaucoup. C'est pas mon marché, mais parce que au final, quand tu achètes un bien immobilier, tu t'associes avec la banque. Vous êtes un peu associés, vous investissez les deux économiquement. La banque met plus que vous dans le bien immobilier. Mais si toi tu mets rien, t'es pas investi dans ton bien, tu vois. Donc j'ai jamais compris ce système-là des financements à 100 ou 110%. Voilà, et ça se fait pas en Suisse. Ça se faisait effectivement avant la crise des années 90. Ça se faisait un petit peu, alors 110, j'ai jamais entendu ça. Alors 110%, j'imagine que c'est parce que les frais d'acquisition sont de l'ordre de 8 à 10%. C'est ça. Voilà, ok. En Suisse, c'est beaucoup moins cher quand même les frais d'acquisition, mais on n'a jamais financé, la banque finançait pas vraiment les frais d'acquisition plus le bien en entier. J'ai jamais tellement entendu ça. Par contre, avant les années 90, c'est vrai que les banques finançaient à 100%, ou ça arrivait en tout cas qu'elles finançaient à 100%. Aujourd'hui, clairement, c'est terminé. En fait, il y a eu un gros crash dans les années 90 en Suisse, dû à une haute spéculation du marché immobilier, où des immeubles se revendaient à plus 10, plus 20, plus 30% de valeur la même journée. Ça veut dire qu'un notaire signait un bien immobilier à 10 millions le matin, à 13 millions le soir, le même, avec deux transactions au milieu. Et donc ça, c'est très mauvais pour le marché immobilier, évidemment. C'est ce qui crée la bulle immobilière. Et cette bulle a explosé en 90. Donc il y a eu une grosse baisse des prix immobiliers, entre 20 et 30%. Et puis à partir de là, la FINMA, l'autorité des marchés financiers et puis de sécurité de finances en Suisse, a régulé tout ça. Et puis en association avec l'ASB, qui est l'Association suisse des banquiers, on commençait à mettre en place des directives, des exigences de fonds propres minimales. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on en est à ce qu'on en est aujourd'hui. Ok, très bien. Il a fallu une crise quand même assez importante. Mais depuis, il n'y a vraiment pas tellement une crise. Parce que, honnêtement, 2007-2008, il ne s'est pas passé grand-chose ici. Ouais. Ok. Après, moi, je tiens à préciser, moi, je suis ni expert en France, ni ici en Suisse. Mais là, on discute juste vraiment immobilier pour que les gens puissent comprendre un peu comment ça fonctionne en Suisse quand ils arrivent. Et justement, ma prochaine question, c'est quelles sont les conditions pour acquérir un bien immobilier en Suisse? Quand ils viennent, ils n'ont pas encore forcément le permis B. Bon, ils vont l'avoir puisqu'ils vont s'installer en Suisse, mais quelles sont vraiment les conditions qui sont nécessaires ici en Suisse pour l'acquisition d'un bien immobilier? Oui, on a une règle super stricte en Suisse, une loi qui date de 1983 pour les Français, qui s'appelle la LFAIE. C'est la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, dont les Français, donc toute l'Union européenne, tout le monde entier.
qui restreint drastiquement l'emprise au sol des personnes domiciliées à l'étranger sur le territoire suisse. Parce qu'en fait, les prix, on vivait justement une période assez spéculative. L'envolée des prix a commencé à introduire quelques craintes pour le marché immobilier suisse. Et surtout qu'aujourd'hui, la Suisse, on se dit... D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec une personne, un Portugais qui habite à Dubaï, qui a investi massivement en Suisse. T'as pas pu voir, c'est pas sorti encore. T'es sûr, je l'ai pas vu celui-là. Ça sort dimanche. Et c'est pas grave. Mais regarde le dimanche, c'est bien. Et lui, il me dit très clairement, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu en penses de cette loi ? Parce que ça restreint beaucoup l'investissement immobilier par des personnes étrangères. Par exemple, en France, sauf erreur, si je me trompe pas, mais les étrangers peuvent acheter ce qu'ils veulent. Ouais. Comme ils veulent, combien d'appartements ils veulent, c'est égal. Ici, c'est pas possible. Donc, un étranger, une personne domiciliée à l'étranger peut acheter. Donc, ça comprend pas les Suisses qui habitent à l'étranger. Oui. On est bien d'accord. Peuvent acheter un seul bien immobilier sur tout le territoire suisse, résidentiel. Et puis uniquement dans des régions, dans des localités dites touristiques. C'est des régions spécifiques pour ça, typiquement les stations de ski. Zermatt n'est pas dedans, mais il y a quelques stations de ski qui n'ont pas voulu d'autoriser la vente aux étrangers sur sa commune, mais sinon il y a quelques voilà, c'est en général des régions touristiques, ou par exemple Montreux. Donc c'est des localités où il y a beaucoup de tourisme, et puis en fait la loi fonctionne avec une ordonnance qui complète la loi et qui donne des quotas, des autorisations FAIE, des unités de contingent, c'est comme ça qu'on les appelle, par canton, en fonction du niveau de tourisme qu'il y a dans le canton. Typiquement, le canton du Valais, c'est le canton avec le plus d'unités de contingent pour la vente aux étrangers, parce qu'il y a beaucoup de stations de ski. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a 1500 ventes sur le territoire en Suisse chaque année à des personnes à l'étranger. Et comment on choisit ces étrangers-là, justement ? C'est en fonction de quoi ? En fonction de leur fortune c'est l'arrivée. Hein. Ah, c'est l'arrivée, chaque année, voilà. Le premier arrivé, premier servi. D'accord, ok. Et voilà. Donc, d'une fois que le propriétaire a fait une acquisition en Suisse, il ne peut plus jamais acheter sur le territoire, sauf s'il revend la sienne et qu'il rachète autre chose, évidemment. Et ça, c'est cette loi. Et maintenant, par contre, les étrangers peuvent investir dans le commercial, dans l'industriel, dans l'hôtellerie, dans les bureaux, ça c'est possible. Et puis ça protège beaucoup le marché immobilier suisse. Et cette personne-là, le Portugais qui habite à Dubaï, qui a beaucoup investi ici, c'est surtout dans l'hôtellerie et le commercial, il trouve ça très très bien, parce que ça le protège le marché immobilier suisse, surtout ça protège l'envolée des prix, parce que déjà que les prix sont élevés, on parle quand même de Zurich, Genève, c'est top 5, top 10 des villes les plus chères du monde, en prix par mètre carré en immobilier. C'est déjà élevé, donc, et ça c'est sans prendre en compte le fait que il n'y a que les Suisses qui peuvent acheter, ou les personnes qui résident en Suisse. Je trouve ça exceptionnel, parce que si n'importe qui sur Terre pouvait acheter dans ces régions-là, il y aurait une envolée des prix monstrueuse, parce qu'au final, la Suisse, ça reste un endroit neutre et politiquement super stable. Donc les très grosses fortunes, c'est volontiers qu'elles achètent un bout de terre ici, quoi. Ok, donc là on parlait des étrangers qui voulaient acheter en Suisse, pardon. Mais je ne sais pas si finalement on a répondu à la question, quelles sont les conditions pour les personnes qui arrivent ici. Dans cette loi, on prévoit aussi qu'est-ce qui se passe avec les étrangers qui viennent ici. Et donc une personne domiciliée à l'étranger qui vient en Suisse, typiquement un Français, obtiendra un permis B pour travailler ici. Et là, le ressortissant Union Européenne, AELE, peut acheter honnêtement comme un Suisse avec un permis B. Est-ce que le permis B est moins prioritaire que le C, par exemple ? Alors là, ça change rien pour l'acquisition, parce qu'il peut acheter comme il veut. Un permis C, ressortissant Union Européenne, c'est la même chose. Égal, c'est comme un Suisse. Okay. Donc là, ils peuvent acheter comme un Suisse. Je crois qu'il y a une petite différence avec le permis B, mais quasiment rien. Donc ils peuvent faire des projets immobiliers, ils peuvent créer des sociétés immobilières, ils peuvent acheter, ils peuvent vraiment développer. Mais avec un permis B, à partir du permis B, on peut déjà commencer à acheter en Suisse. En ressortissant Union Européenne, pour un ressortissant hors Union Européenne et pays AELE, dans ce cas-là, c'est uniquement la résidence principale avec un permis B. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter leur résidence principale dans laquelle ils vont habiter, et puis ils doivent attendre le permis C pour pouvoir acheter comme un Suisse. Mais là, après, c'est comme un Suisse. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Là, c'est plus clair. Maintenant, j'ai une question, parce que j'ai entendu des choses aussi. Comme j'ai dit, je fais comme si je ne connaissais rien. Je vais juste te donner des mots comme ça. On a acheté un bien immobilier du coup en Suisse. J'ai entendu dire qu'on n'était jamais propriétaire. Il y a une histoire d'hypothèque. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe de ce côté-là en Suisse ? Je sais que ça, c'est une croyance généralisée en Suisse que j'ai jamais vraiment compris.
Mais c'est effectivement le taux d'endettement en Suisse. Alors, l'endettement en Suisse est basé plutôt sur la personne privée que l'État, si on veut. Donc c'est-à-dire l'État est faiblement endetté, les personnes privées sont fortement endettées, notamment dû à l'immobilier. Et pour revenir à ta question, on n'est jamais propriétaire en Suisse, c'est simplement parce que le système de financement fonctionne différemment. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rembourser l'entier de sa dette. On peut la rembourser. C'est ça que je ne comprends pas dans ce contexte-là, c'est parce que si tu ne veux pas rester endetté, si tu veux rembourser ta dette, tu as tout à fait le droit de rembourser ta dette en entier. Mais le système de financement, parce que je sais qu'en France, des contrats se signent sur 20-25 ans et le remboursement se fait en entier. C'est ça. Okay. En Suisse, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut signer des contrats, alors 20-25 ans, ça ne se fait pas, mais on peut signer des contrats avec des taux fixes, taux hypothécaires, taux d'intérêt fixes, sur 5 ans, 10 ans, 3 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, c'est possible. 20 ans, je n'ai jamais vu. Je crois que personne ne fait ça. Ou c'est très très rare. Et puis, à l'échéance, tu renégocies ton taux. Mais tu ne rembourses pas ta dette en entier. Ça veut dire que tu dois amortir jusqu'à un taux d'endettement qu'on appelle le premier rang d'hypothèque, qui correspond à 2/3 de la valeur du bien immobilier. Donc si tu achètes une maison à 1 million, tu mets 200 000 francs de fonds propres et 800 000 francs de dette. Okay, et dans ces 800 000 francs de dette, tu as une partie qui s'appelle le premier rang, d'accord, qui est 2/3 de la valeur du bien immobilier, soit 665 000. Et puis le reste, pour faire simple, 135 000 restants, okay, c'est du deuxième rang. C'est une hypothèque de deuxième rang, on appelle ça. Et ça, tu dois rembourser dans les 15 ans à partir du moment où tu as acheté l'immeuble. Dans les 15 ans. Pourquoi 15 ans ? Dans les 15 ans, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est à peu près 1% par année de la valeur du bien. Ouais. Donc chaque année, tu rembourses un peu. Et puis en 15 ans, tu as remboursé cette partie-là. Le reste, tu n'as pas besoin de rembourser. Ça veut dire que tu peux arrêter d'amortir la dette. Tu peux arrêter de rembourser. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que les banques en Suisse ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse, elles sont tellement convaincues que c'est impossible que le marché perde plus de 35% de sa valeur, qu'à partir du moment où tu n'as plus que 2/3 d'endettement sur la valeur de ton bien, tu n'as plus besoin de rembourser. Parce que la banque, elle sait que de toute façon, même si le marché immobilier se pète la gueule complètement, elle récupère ses fonds si jamais elle doit vendre aux enchères. Tu vois ? Ok. Parce que les banques ont complètement confiance dans le marché immobilier suisse. Et je trouve que ça fait c'est d'une logique implacable. Ouais. Tu vois ? Ouais, finalement, ouais. Respectivement, on a des taux d'intérêt extrêmement faibles. Donc de l'ordre on était à moins de 1% il y a 3 ans. Là, on est entre 1,5 et 2. Et puis ça s'est stabilisé maintenant. Ça va peut-être diminuer encore un peu, mais voilà, on ne s'attend pas à revenir à ce qu'on a eu à l'époque, mais ça va peut-être c'est pas mal stabilisé. Et on a des avantages fiscaux prépondérants quand même en étant endetté en Suisse. Ça veut dire qu'on peut déduire les intérêts passifs qu'on paye à la banque de ses revenus. On peut déduire l'endettement qu'on a de sa fortune, parce qu'il y a un impôt sur la fortune en Suisse. Et puis on paye un impôt foncier minimum en étant propriétaire. Enfin, c'est pas très élevé, c'est en pour 1000 de la valeur fiscale de l'immeuble. Donc voilà, on a des avantages quand même importants à être endetté, et surtout c'est de l'argent pas cher. Donc tout l'argent qu'on n'utilise pas pour rembourser la dette, on peut l'utiliser pour faire autre chose. D'accord. Et ça, c'est ce que les gens comprennent pas, mais ils l'associent justement au fait qu'on n'est jamais propriétaire, ça appartient à la banque. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Le propriétaire, c'est vous. Le propriétaire, c'est le propriétaire de l'immeuble qui est inscrit au registre foncier, mais la banque est au bénéfice d'une cédule hypothécaire qui grève l'immeuble. Mais en fait, je pense qu'ils pensent qu'on n'est jamais propriétaire puisqu'on est toujours en train de rembourser. C'est par rapport à ça, je pense. Non, justement, tu peux arrêter de rembourser. Tu peux arrêter, ok. Ouais. En France, en 20 ans, tu vas tout rembourser, Ouais. 5% par an, et tu rembourses tout. Mhm. En Suisse, tu dois mettre des fonds propres initiaux, mais après, tu rembourses pas tout. Tu rembourses un petit bout. Et ça te coûte très peu, au final. Ouais. Par année, l'amortissement, ça Ouais. te coûte très très peu. Parce que c'est 1% de la valeur du bien pendant 10 ans ou 15 ans. Même après 5 ans, tu peux refaire évaluer ta maison. Et si elle a pris de la valeur, ça compte dans ton amortissement. Si tu veux. Si la prise parce que tu vois, t'as ton niveau d'endettement. Tu as la valeur de ton bien à 1 million. Ton niveau d'endettement ici à 800 000. Ouais. Toi, tu rembourses petit à petit la dette. Mais si on parle, et quand tu arrives à 2/3, tu peux arrêter de rembourser. Mais si en parallèle que tu rembourses, la maison prend de la valeur, bah, tu arrives beaucoup plus vite à 2/3, tu vois, Ok. d'endettement. Et, Ouais, donc, et ouais. là, tu peux arrêter de rembourser D'accord. aussi. Donc c'est pour Ouais. ça qu'on a des gens qui ont acheté une maison, 5 ans après, ils arrêtent de rembourser. Mhm. Voilà. Mhm. Mais j'ai vu cet exemple-là aussi, c'est qu'il y en a qui partent en location et quand ils font le comparatif avec ce qu'ils louent, le montant de la location au mois, et quand ils achètent et ce qu'ils remboursent, c'est plus avantageux d'être propriétaire finalement que locataire. Est-ce que ça, tu peux confirmer ou pas ? Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ? Ouais, ça fait partie de cette croyance populaire.
il y a beaucoup de comparaisons évidemment dans les médias, notamment chez les banques ou toutes les personnes qui financent, qui s'occupent des financements immobiliers, de comparaison entre location et propriété d'un bien immobilier. J'imagine que c'est partout dans tous les pays, mais ici ça se fait énormément. C'est pour promouvoir un peu la propriété. Et je pense que là, parce que là, moi, je suis pas tellement d'accord avec tout le monde, parce qu'on compare directement le coût de la location versus le coût de la propriété. Mais la réalité, c'est que quand tu es propriétaire, en Suisse, tu bloques des fonds propres. Tu vois, tu dois mettre du cash. Et donc, tout le cash que tu bloques dans ta maison pour l'acheter et devenir propriétaire, c'est de l'argent que tu n'utilises pas pour faire des investissements. D'accord ? Et on prend jamais en considération le coût d'opportunité que tu as sur les fonds propres que tu as investis dans ta maison en résidence principale dans laquelle tu habites et qui te coûte de l'argent. Parce qu'au final, une maison, ça te coûte de l'argent. Ça te rapporte rien. C'est pas un investissement. Et on fait la comparaison directe du coût du loyer versus coût de la propriété entre intérêt, amortissement qui est très faible, effectivement, et frais d'entretien. Mais ça s'arrête pas là. Il faudrait aller plus loin et dire, ok, là, tu loues, tu payes certes tous les mois, mais par contre, les 200 000 que tu as mis dans ta maison, là, si tu loues, tu les as à disposition en cash sur un compte. Tu vois. Et donc, ces 200 000, tu les prends, tu les investis. Et la question, c'est vraiment à combien est-ce que tu arrives à faire travailler cet argent. Et si tu arrives à faire travailler cet argent correctement, la réalité, c'est que c'est plus tellement moins cher d'être propriétaire. La réalité, c'est que la question se pose vraiment. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Et c'est du cas par cas. Mais évidemment, dans un journal, dans un média, c'est tellement compliqué de parler de ça parce que c'est pas clair, tu vois. Et ça dépend de chaque personne, de ta capacité à faire travailler l'argent. Donc voilà, c'est clair, si tu fais travailler ces 200 000 à 2%, c'est pas très intéressant. Si tu fais travailler ces 200 000 à 20%, dans ce cas-là, tu as intérêt d'être locataire certainement. Tu vois. Donc voilà, moi je pense que ça devrait aller beaucoup plus loin, mais après c'est juste aussi de dire que quand tu achètes ta maison, résidence principale, tu habites dedans, elle prend de la valeur, donc ton argent il travaille quand même un petit peu. C'est vrai, mais bon, si tu achètes un bien d'investissement, il va aussi prendre de la valeur, il travaille aussi. Et puis, au final, tu as d'autres raisons d'acheter une maison en résidence principale. Il y a des avantages fiscaux, certes, à le faire, ça c'est vrai. Et puis, tu as aussi toute une question irrationnelle qui vraiment qui découle purement de l'émotion et qui est parfaitement subjective. Ça veut dire, tu as des enfants, une famille, tu veux faire les travaux que tu veux, tu as la sécurité qu'on ne te foutra jamais dehors. Voilà, je veux dire, tu as quand même cet aspect-là, quoi. Ouais, ok. Je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire aussi par rapport aux questions que j'ai de temps en temps, enfin de temps en temps, ça dépend aussi des salaires des gens que j'accompagne aussi, mais des fois ils prennent des biens en location qui dépassent les 3 000, 4 000. À partir de quand, toi, tu estimes qu'il ne faut pas dépasser un certain montant de loyer et passer propriétaire? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle? Aucune règle. Okay. Pour moi, vraiment... Franchement, tu peux payer 15 000 balles par mois de location. Si tu fais travailler ton argent correctement, non, pour moi, ça dépend de ta fortune. Ça dépend des revenus générés, des rentes que tu as. Tu vois. Donc, des revenus générés de tes investissements. Pour moi, il n'y a pas vraiment... Et ça dépend beaucoup de la flexibilité que les gens ont besoin d'avoir. Typiquement, alors moi, je n'ai pas acheté de résidence principale. Je pense que je ne vais pas en acheter, en tout cas pendant longtemps, simplement parce que j'ai aucun intérêt. Moi, j'ai aucun intérêt. J'ai besoin de flexibilité. J'ai besoin du cash pour le faire travailler, pour faire des investissements, des projets, etc., des opérations immobilières. Et vraiment, je me vois pas du tout m'arrêter à un endroit pendant... si tu achètes ta résidence principale, en général, c'est quand même tu restes là un moment. Donc voilà, je vois vraiment aucun avantage dans ma situation, mais qui est très particulière, qui n'est pas le 90% des gens. Je suis comme toi. Donc, sur voilà. Ce point de vue-là, je te suis à 100%. Non, je te pose la question parce qu'il y a des gérances, quand je vais faire des visites d'appartements, pour les personnes que j'accompagne justement, ils me disent tous, purée, à partir de 4 000, honnêtement, ils ont meilleur temps d'acheter directement, etc., etc. Après, bien sûr, on en discute là des conditions pour acquérir un bien immobilier, mais... pour globaliser maintenant tout ce qu'on vient de dire, c'est que toi, tu dis que dès qu'ils arrivent avec un permis B en poche, et s'ils sont du cash, ils peuvent acheter. Oui, bien sûr, ils peuvent acheter, bien sûr. En tout cas, des ressortissants Union Européenne, oui, c'est possible, sans problème. Ok. Après, je te pose quand même la question, je sais que c'est pas de ton ressort, mais après que ce soit une personne solo, un couple, qui soit marié ou pas, après c'est plutôt de la fiscalité, mais il n'y a aucune différence à acheter en couple. Enfin si, je pense au niveau de la fiscalité, que tu achètes en couple, que tu sois marié ou pas, ou que tu sois une personne solo, est-ce qu'il y a des différences par rapport à l'acquisition? Non, à l'acquisition, tu es copropriétaire de l'immeuble, donc c'est ce qu'on appelle une copropriété ordinaire en immobilier, ça veut dire 50-50 chacun. Tu peux faire des répartitions différentes, comme tu veux.
Et donc voilà, le seul problème de ce cas de figure ici, c'est et ça arrive quand même des fois, c'est quand un des deux propriétaires, quand il y a un divorce, évidemment, une séparation, un des deux doit racheter la part de l'autre, mais souvent il peut pas se permettre à cause des revenus. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a une problématique, justement, quand tu achètes à deux, tu cumules les revenus dans le calcul des charges théoriques, et ensuite, quand il y en a un des deux qui part, et qui revend sa part à l'autre, l'autre est seul. Et donc, dans ce cas-là, souvent, ça bloque au niveau des revenus. Et du coup, il se passe quoi dans ces cas-là? Ils doivent vendre? Si c'est proche de marché, les banques font des exceptions to policy, ça s'appelle. C'est des possibilités de sortir du cadre du financement bancaire de base, des règles de base de l'ASB, des directives qu'elles doivent suivre, respecter. Mais en général, c'est assez loin, parce que tu vois, quand tu doubles les revenus, ou des fois, tu vois, s'il y en a un des deux qui gagne moins que l'autre, puis c'est celui qui gagne le moins qui veut garder, c'est-à-dire que tu perds quand même une grosse masse salariale. Et donc, dans ce cas-là, ça fonctionne plus. Okay. Et donc, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de vendre. Et c'est pour ça que dans le divorce, il y a des ventes. Ok, je comprends. Bon, du coup, tu confirmes bien que c'est possible d'acheter, même si c'est un peu plus compliqué quand on arrive, voilà, c'est tout. C'est tout à fait possible. Ok. Ouais. Et maintenant, en termes d'investissement, parce que je vais en profiter puisque tu es expert là-dedans, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui se posent la question, ok, j'arrive en Suisse, je vais quand même faire quelques investissements. Comment ça peut se passer? En France, typiquement, il y en a qui commencent par des places de parc ou des garages, et puis ils commencent comme ça, et puis après, ils progressent, ils achètent un appartement, deux appartements, un immeuble, et voilà. Toi, tu conseillerais quoi pour commencer en Suisse en termes d'investissement? Écoute, moi, le premier achat que j'avais fait, c'était un appartement 215 000 francs à refaire entièrement, 2 pièces et demie, 42 mètres carrés, un petit balcon aussi, un balcon 12 mètres carrés, surface pondérée 48 mètres carrés, et j'ai rénové et après j'ai revendu. Et voilà, j'avais mis 50 000 francs de fonds propres, j'avais fait des travaux moi-même, donc là tu peux compter un petit peu de fonds propres en travaux propres aussi, c'est une particularité suisse, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Ça veut dire que si tu as des capacités à faire des travaux et tu peux les justifier à la banque, elle va considérer une partie des travaux que tu fais comme des fonds propres, les heures que tu passes. Voilà, il faut deviser ça, faire les choses correctement, mais c'est faisable. Et il y a des banques plus souples que d'autres. Et après, j'ai revendu, et après, j'ai réutilisé ce cash, puis après, voilà. C'est comme ça que j'ai fait, que j'ai commencé vraiment. J'ai acheté des garages aussi. J'avais acheté une parcelle avec 7 garages box dessus. Ok. Donc ça se fait aussi en Suisse. Ouais, c'est possible. C'est moins généralisé. Je pense qu'il y a peut-être moins d'opportunités aussi. Ouais, j'en ai pas vu tant que ça en fait. Non, il n'y a pas des rendements particulièrement exceptionnels. Ce qui se fait beaucoup maintenant, par contre, c'est vrai, c'est plutôt des halles, c'est ce qu'on appelle des street box. Il y a un fonds de placement d'ailleurs qui s'est vachement diversifié avec ça, qui est sorti du lot un peu et qui a lancé une mode un peu. Des street box, c'est des espèces de halles industrielles qui font entre 90 mètres carrés et 150 mètres carrés à peu près, et qui sont louées par des artisans sur 2 étages en général, avec une mezzanine ou pas. Et puis ça, c'est pas trop cher. Souvent, le prix, on arrive à se retrouver en dessous des 200 000 francs. Et les appartements en dessous de 200 000 francs aujourd'hui, mais c'est typiquement les box là, typiquement ceux qui font des crossfit à l'intérieur, c'est ce genre de choses. Ça arrive, voilà. Mais il y a plein d'activités à l'intérieur. Il y a tout plein d'activités. Il y a des artisans, il y a des mecs qui lavent des voitures, il y a des gens qui parquent des voitures simplement, des gens qui utilisent ça comme stockage. Donc il y a plein de solutions. Et puis vu que les gens manquent d'espace maintenant, ça marche assez bien. Et ça s'est construit mais largement partout dans toutes les zones industrielles. Et puis aujourd'hui, alors, il faut mettre 35% de fonds propres, mais sur des montants qui sont réduits. Donc typiquement, il y en a à 150 000 francs, 200 000 francs, 250 000, avec des rendements qui peuvent aller à 5, 6, 7%. Ça dépend où on achète et comment on l'achète. Mais voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui... donc les personnes achètent beaucoup ça maintenant. Les jeunes investisseurs, les jeunes investisseurs aussi. Le seul problème que j'ai moi avec ce genre d'investissement, c'est que ça prendra toujours moins de valeur qu'un appartement. Tu vois. L'évolution des prix est quand même réduite et il faut mettre plus de fonds propres, donc il y a moins d'effet de levier. Mais après, ça marche très très bien quand même. Donc c'est une solution complètement pour débuter. Mais maintenant, acheter des places de parc pures, séparées, ça se fait quand même. Ça se fait. Moi, pour revenir à mon exemple de la parcelle, c'était une parcelle avec 7 garages dessus. Et je me suis tellement emmerdé avec 7 locataires différents qui payent jamais le même jour le loyer, et après il faut les relancer, et puis après il y en a un qui veut payer au black, et franchement moi c'était vraiment compliqué. Donc j'ai gardé ces box là, je pense 7-8 mois. Après j'ai revendu. J'ai revendu à d'ailleurs un voisin direct. Donc voilà, mais c'est des possibilités.
Mais, disons, j'en ai jamais fait ma priorité en fait, personnellement. Là, tu parles de personnes qui payent en retard, etc. Donc ici aussi en Suisse, il se peut qu'il y ait des mauvais payeurs. Non, bah là sur les loyers d'habitation, c'est rare. C'est quand même rare. Ouais. C'est quand même ça fonctionne quand même très bien. Et puis voilà, les Suisses quand même assez rigoureux, ils sont assez droits. Enfin voilà, donc ça marche assez bien. Et c'est quand même la première dépense qu'on fait. En général, c'est quand même ça, quoi. Sa maison, c'est important. Ouais. Maintenant là j'étais dans un contexte différent, c'était des garage box, oui complètement, les mecs ils en avaient rien à foutre, des vieux garage box, des trucs, ils avaient 50 ans, c'était des petits machins, il y avait de l'eau qui coulait dedans, enfin bref, c'était pas la top situation, c'était pas les top locataires, c'était pas du tout le top produit, quoi. Donc franchement j'étais c'est pas la meilleure expérience que j'ai faite. Je l'ai rentabilisé. Mais je te parle de ça aussi parce qu'en France, c'est l'une des grandes craintes quand on se lance dans l'investissement immobilier, c'est les impayés, etc., les mauvais payeurs, les squatters. Là aussi, ça part vraiment en sucette en France de ce côté-là. Mais ici en Suisse, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans quelques promotions immobilières, quand même, c'est délicat. On fait quand même très gaffe. On fait quand même très gaffe à ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, de clients qu'on suit nous, qu'on conseille directement, qui viennent en Suisse, vraiment beaucoup, surtout des Français un peu fortunés, qui souhaitent protéger le patrimoine et qui vendent quand même ce qu'ils ont en France. Alors j'ai cru comprendre que c'était pas la bonne période en France pour vendre maintenant de l'immobilier, ça bouge pas trop. Les prix sont un peu bas, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et surtout les investisseurs ont très très peur de la politique en France. Oui, c'est ça. Ça c'est vraiment une généralité qu'on reçoit et qu'on entend, et que j'entends tous les jours. Des Français qui viennent ici tous les jours, ils ont peur de la politique et de ce qui se passe en France et ils ont une crainte pour leur patrimoine privé. Et qui est très très importante, quoi. Et ils se disent on va aller en Suisse, la politique est stable. Exactement. Et d'ailleurs ça fait partie vraiment des critères de sélection pour une personne dans le cadre des investissements. C'est pour ça que le système suisse c'est un système assez magique. C'est qu'en Suisse personne ne peut prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a un système politique, un gouvernement fédéral quadripartite, c'est-à-dire qui est l'idée par 4 partis qui représentent toute la population, qui représentent le Parlement, qu'on appelle aussi Assemblée fédérale, et puis qui est équitable par rapport à ce que la population vote. Tu vois. Et donc ça fait que les 7 conseillers fédéraux, un nombre impair, qui décident de prendre des décisions, les prennent ensemble. Tu vois, c'est un système collégial basé sur le consensus. Ça veut dire qu'ils doivent discuter ensemble et décider ensemble. C'est ça qui est bien. Et ensuite, chaque année, il y a un président, mais qui n'a aucun pouvoir supérieur aux autres, si ce n'est qu'il représente la Suisse à l'étranger pendant cette année-là. Et puis, c'est lui le porte-parole un peu. C'est lui qui va expliquer ce qu'on décide, enfin ce que le Conseil fédéral décide, mais qui ont été décidés ensemble. Ça veut dire que on a des fois un Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui confirme publiquement à la télé, donc Jean-Luc Mélenchon suisse si tu veux, qui confirme qu'il est complètement d'accord avec la décision prise de Marine Le Pen et qu'il faut foncer dans cette direction parce que c'est la bonne décision pour le pays. Tu vois. Et c'est ça la magie de la Suisse. C'est que tu as le Parti socialiste qui, le jour où la présidence, c'est le jour de l'année de la présidence en Suisse, c'est un socialiste qui est le porte-parole, donc le président pendant cette année en cours, doit valider une décision qui a été prise et qui est une décision de droite, mais qui a été prise par le collège, au final, le gouvernement fédéral de la Suisse, en consensus, devant les médias, devant la population. Voilà. Et c'est pour ça que ça marche. D'où la stabilité politique de la Suisse. Non, la stabilité, elle est surtout due au fait que personne ne peut prendre le pouvoir. Ça ne peut oui. jamais basculer à droite. Et dès qu'il y en a un qui fait trop de bruit et qui prend trop de place, il est viré. Non, mais c'est bien. Et puis en plus, je rejoins ce que tu as dit. Moi aussi, j'avais au début plein de privés qui venaient vers moi pour que je les accompagne à s'installer en Suisse. Mais depuis une année, j'ai aussi des chefs d'entreprise ou des gens fortunés qui me contactent justement pour rejoindre ce que tu as dit, de venir en Suisse avec leur patrimoine, etc. Parce que le pays est beaucoup plus stable qu'en France et puis ils ont tous peur de la politique de France.
Mais on va revenir un peu à l'immobilier maintenant et on va parler La politique, c'est important pour l'immobilier. Oui, c'est très important. Ouais. On va parler un peu association. Là aussi, je vais te dire quelques termes qui sont connus en France, peut-être pas forcément en Suisse, justement pour s'associer et faire l'achat de biens immobiliers en Suisse. Si je te dis SCI, ça n'existe pas en France. Oh, pardon, en Suisse. Non, ça n'existe pas. Non. Ici, alors la SCI française, qui veut dire Société Civile Immobilière. Exactement. Je me trompe pas, ok. Non, ça n'existe pas en Suisse. Ici, on appelle un peu dans une... Enfin, c'était un vieux nom un peu, ici, qu'on utilise toujours pour l'immobilier, mais qui n'existe plus trop. C'est la société immobilière. C'est un statut purement fiscal en Suisse. La réalité, c'est qu'une société immobilière, c'est une société, une SARL ou une SA qui fait l'immobilier. Ça s'arrête là. Okay. Donc, et par le fait qu'elle fait l'immobilier, elle est traitée un petit peu fiscalement dans certains cantons différemment qu'une société normale, une SARL ou une SA. Voilà, c'est tout. Mais c'est très particulier. On a des cantons qui travaillent différemment les uns des autres, qu'on appelle des cantons monistes et des cantons dualistes. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est tout. En fait. Donc en fait, c'est super simple. C'est une société qui fait de l'immobilier. D'accord, ok. Point. Elle a comme but d'acheter, vendre des biens immobiliers, de faire des rénovations. Voilà. Mais on peut s'associer pour faire justement de l'achat immobilier, que ce soit des membres de la famille ou des copains, ils peuvent s'associer et puis hop, ils peuvent acheter, c'est ça? Ouais, alors ça c'est une question souvent est-ce que ça vaut la peine de créer une société à plusieurs pour investir? C'est ça. Souvent, ce que je recommande quand même, c'est de plutôt créer des entités différentes. Ça veut dire chacun crée sa SARL et tu achètes ensemble. Et là, tu crées ce qu'on appelle une société simple. La société simple, elle n'est pas inscrite au registre du commerce. Ça se fait un peu de manière tacite. Chez nous, on discute d'acheter un appartement et qu'on l'achète ensemble 50-50. On a créé une société simple, tu vois, en le faisant. Et puis si tu le fais comme ça, ça veut dire qu'en gros tu fais 50-50 50-50 financièrement, 50-50 de bénéfices, 50-50 de travail, voilà. Et sinon tu peux faire des contrats de société simple où tu dis voilà, toi tu mets les fonds, moi je m'occupe du travail, à la fin on fait 50-50, ou toi tu mets les fonds, moi je m'occupe du travail, je mets un petit peu de fonds aussi, mais je prends 70% de bénéfices, tu prends 30, tu vois. Donc tu peux faire ce que tu veux. Et ça marche assez bien. Et le fait de différencier les entités et d'acheter deux sociétés différentes en copropriété ordinaire, c'est comme un couple, sauf que c'est deux sociétés qui achètent. Sur l'acte de vente, c'est écrit société X, qui achète à 50-50. Le fait de faire ça, ça te laisse de la flexibilité. C'est-à-dire que si demain, moi, je veux acheter un autre bien immobilier, je suis pas obligé d'avoir ton aval. Tu vois. Je peux récupérer ma société aussi, être propriétaire avec toi dans un bien, mais acheter seul dans un autre. Tu vois. Et le problème, c'est que si tu fais une société ensemble, après, on est ensemble tout le temps. Oui, c'est ça. Chaque projet. Donc, ça offre cette flexibilité-là quand même. Et voilà. Mais juste pour confirmer, là, si j'ai bien compris, c'est mieux de s'associer en SARL plutôt qu'en nom propre. Ou ça dépend en fait. S'associer en nom propre, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois. Ça veut dire que tu achètes ensemble un bien immobilier 50-50. C'est une copropriété ordinaire, c'est comme un couple. Ok, ouais. Voilà, c'est tout. Donc tu n'as aucun avantage prépondérant à faire ça. Tu vois. C'est tout. Et juste dernière question par rapport à ça, on disait SARL pour s'associer et acheter un bien immobilier. Est-ce que deux indépendants, donc deux sociétés individuelles, ça fait comme si c'était non propre ou c'est exactement pareil? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est acheté à titre privé, c'est pareil. Donc vaut mieux passer par une SARL. Oui. En immobilier en général, ça vaut la peine d'en faire une pour faire des opérations immobilières, pour faire du business. Par contre, il n'y a aucune différence entre une SARL et une SA. D'accord. En matière fiscale ou pour l'immobilier. Il n'y a aucune différence, ni pour acheter, ni pour se faire financer, parce que j'entends plein de trucs. Qu'une SA, c'est plus sérieux qu'une SARL, que les banques suivent plus facilement, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vu de différence, il n'y a pas de différence de taux, il n'y a pas de différence de contraintes de financement. Peut-être ça dépend des établissements. Alors, il y a peut-être des établissements qui ne comprennent pas vraiment le business en soi, mais il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence qu'il y a, c'est que tous les associés d'une SARL seront inscrits au registre du commerce, contrairement à une SA, qui est une société anonyme. Donc là, les associés ne sont pas forcément inscrits au registre du commerce. Donc voilà, c'est le seul avantage. Donc si vous voulez faire du business en immobilier en prenant des investisseurs externes comme associés dans le projet, là, il faudrait peut-être plutôt faire une SA. Ouais. Ok. Plus simple, c'est tout. Mais ce serait intéressant pour toi, je pense, de prendre vraiment quelqu'un qui s'y connaît en investissement en France et puis voir discuter ensemble quelles sont vraiment les différences ou je sais pas. Toi, tu connais pas du tout les investissements à l'étranger. Un résident suisse qui achète à l'étranger. Non, je sais pas comment ça marche. Ok. Non, je sais pas comment ça marche à l'étranger parce que
si tu veux, le système en Suisse est déjà tellement compliqué. Ouais. Parce que juste de travailler dans 6 cantons, c'est spécial. En général, tu fais vraiment ton activité, elle est focalisée sur un canton assez souvent. Et puis après, voilà, quand tu grossis ou tu apprends plus de choses, tu commences à t'élargir à d'autres cantons. Mais c'est déjà tellement particulier. On a des lois cantonales qui fonctionnent différemment d'un canton à l'autre. Chaque commune a aussi des fonctionnements différents. Après, Même on a au niveau des des appellations différentes de chaque règlement, Mhm. de chaque plan d'aménagement. Tu vois, simplement le plan d'aménagement. En Valais, on parle d'un plan d'aménagement. Sur Vaud, on parle d'un PGA, un plan général d'affectation. Sur Genève, on parle d'un plan directeur. Et c'est la même chose. Tu vois. Et plan directeur communal. Donc c'est la même chose, mais c'est des usages différents. Tu vois. Et puis des fonctionnements différents. Donc voilà, il y a des coutumes, il y a des mises en application de la loi qui fonctionnent différemment d'un canton à l'autre. J'ai rencontré des problématiques dans un canton pour la même loi fédérale que dans un autre canton, mais on avait complètement rien à foutre, et l'autre me pose beaucoup de problèmes pour la même situation d'une loi fédérale, tu vois. Mais c'est simplement des changements dans la mise en application des lois. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent aussi par la pratique, avec le temps. Et voilà, donc l'expérience c'est important, et puis les connaissances, alors là il y a toujours de quoi apprendre, et c'est pour ça que je comprends pas comment on peut être un expert de l'immobilier à l'international, tu vois. C'est pas possible. Tu peux pas savoir comment ça fonctionne ailleurs comme tu sais chez toi. Et en plus c'est hyper micro-situationnel, les investissements, donc ouais, et puis en plus ici, je sais pas si tu as déjà investi en Suisse alémanique, mais ça doit être complètement différent. non, voilà, j'ai pas investi en Suisse alémanique, J'ai jamais de la langue, etc. Ouais, c'est encore autre chose, mais j'ai jamais signé d'acte, tu vois, avec un notaire fonctionnaire dont je te parlais avant. Ouais. Donc ça veut dire que t'as pas de notaire, t'as pas d'officier public indépendant avec ses frais d'acquisition, ses honoraires du notaire. Donc j'ai jamais signé d'acte comme ça. Je te dis à Zurich ça coûte 5 000 francs, tu vois, pour acheter une maison à 1 million, mais in fine peut-être ça coûte un peu moins, un peu plus. Mais voilà, c'est des choses que j'ai jamais vécues professionnellement. Et voilà. Bah écoute, moi Edouard, je pense avoir fait le tour. Il doit y avoir encore des autres questions, mais je suis pas encore assez expert pour te les poser. D'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion pour toi de faire un podcast avec un expert des investissements en France. Ouais. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi je fais le tour, je pense. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour le partage et les questions. Merci à toi de un petit peu les investisseurs étrangers. Ouais, j'espère qu'on a répondu au basique du moins. Et puis après pour le reste, on verra pour plus tard. Magnifique. Merci Nicolas. Merci à toi.